Parce que une fois qu'ils ont joué cette pièce et que tout le monde s'est engueulé, si ça signe, 10 secondes après, c'est les meilleurs amis du monde qui se racontent leurs anecdotes de fac. Un peu sournoise, on va chauffer la pièce au maximum, que ça dure super longtemps et pas donner d'eau. Bonjour et bienvenue au Studio JAL. Aujourd'hui, on se retrouve pour un JAL t'explique. On va parler négociation et négociation des contrats informatiques. On se retrouve avec Alexandre Dill. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. On se tutoie, on se tutoie. On se tutoie, très bien. Durant cette interview, on va essayer de revenir sur brièvement le parcours de Maître Dill. Et ensuite, il va nous dévoiler tous les secrets de la négociation d'un contrat informatique. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Brièvement, je ne suis pas sûr. Alors, donc je suis Alexandre. J'ai été quelques années informaticien pour payer mes études de droit. Parce que vous avez remarqué, il faut quand même payer la vie, donc je travaillais. D'ailleurs, je gagnais plus comme informaticien que comme avocat, mais c'est un détail. Et quand j'avais 25, 24, 25 ans, je ne sais plus, quand j'ai eu le CAPA, vu que ça n'existait pas, que je voulais absolument continuer dans l'informatique, j'ai envoyé des lettres de candidature à plein de cabinets en leur disant, voilà, j'ai le CAPA, j'ai un Master 2 de droit, qu'importe, et j'aime l'informatique, je connais très bien l'informatique, je l'ai pratiqué un petit peu, je veux faire du droit informatique. Et contre toute attente, j'ai eu énormément de propositions, de gens vraiment admirables d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des paris sur moi. Et donc, depuis cette époque, j'ai toujours fait du droit informatique au sens très large du terme. J'ai commencé par PricewaterhouseCoopers, qui m'a fait confiance en tout premier. Ensuite, chez Gide, Laurette Nouette. Et puis, après, j'ai lancé ma petite boutique, mon petit radeau. Et dans cette petite boutique, tu fais donc de la négociation pour remettre dans le contexte. On a rencontré Alexandre lors de son enseignement dans le M2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique, dans la matière B2B, où il nous a parlé et nous a fait un cours sur la négociation. Donc, est-ce que tu peux nous parler généralement de qu'est-ce que la négociation et quel est le processus dans une négociation Alors, dans ce que je connais, parce que typiquement, par exemple, les négos de contrat d'armement sont très différents que la négo de la vente d'une voiture ou la négo d'un contrat en SaaS ou de logiciel. Donc moi, je connais surtout le SaaS logiciel et pas du tout les armements ou les voitures. Alors, la négociation, c'est un long processus qui fait appel principalement à des thématiques psychologiques ou sociologiques ou culturelles et un petit peu à des thématiques juridiques. C'est en ça que c'est passionnant, en fait. C'est que, honnêtement, il est impossible de faire une négociation juridique si on n'a pas des bases de droit, ça c'est sûr. Mais si on n'a que des bases de droit, on sera le plus mauvais négociateur de l'histoire. Donc il faut plein de choses. Et c'est en ça que je trouve ça passionnant. Il y a plusieurs phases, on va en donner 3, tiens. Il y a la phase la plus importante à mon sens qui est la préparation de la négociation, la vraie préparation, la phase de négo, puis la phase où en fait après la négo on fait un bilan, on voit à peu près où ça en est. Dans la phase de préparation de la négociation, c'est là où on va essayer de déterminer qui on est. En fait, c'est comme dans la vraie vie, en fait. D'abord, savoir qui on est nous-mêmes. Donc, en fait, typiquement, si on est avocat, qu'est-ce que mon client veut en réalité ? Ok, il veut vendre son logiciel, mais il veut quoi plus précisément ? C'est quoi son environnement immédiat, son environnement personnel ? Est-ce qu'il va toucher une prime tout de suite, par exemple ? C'est important, ça. Est-ce qu'il va vendre sa boîte bientôt ? C'est aussi important, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que veut l'autre ? Celui qui va, par exemple, acheter, enfin, la contrepartie. Et ensuite, qui est-ce qu'on a en face de nous ? Je crois beaucoup aux aspects culturels. Je crois qu'on est différent selon qu'on est tunisien. Mon associé est tunisien, c'est pour ça que je dis ça. Selon qu'on est tunisien, qu'on est russe, qu'on est japonais, c'est pas du tout la même mentalité. Donc on a mécaniquement des méthodes de négo différentes selon la manière dont on voit les choses. Il est donc important de savoir qui on a en face de nous et effectivement quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs intérêts perso. Et cette phase, en réalité, de préparation, elle est extrêmement négligée, alors qu'à mon sens, c'est la plus importante. Okay. C'est en gros les plans d'une maison dessinés par un archi. Si tout le monde se fout des plans de la maison, a priori, la maison n'avait pas de super solide. C'est un peu la même chose. Surtout que, honnêtement, avec LinkedIn, avec Internet globalement, c'est pas très compliqué de savoir qui on a en face de nous, d'où ils viennent. Facile. À titre perso, quand je fais ça, je mets entre 10 minutes et un quart d'heure. Café compris, donc tout va bien. On n'est pas du tout dans des trucs de dingue avec des espions qui vont chercher de l'information incroyable. Non, c'est super simple. Et je te promets que d'expérience, c'est extrêmement
différent selon lequel tu as fait ou tu n'as pas fait cette préparation. Ok. Après, la négo en elle-même, en fait, on met en œuvre, après, c'est facile. En fait, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est facile. Parce que, globalement, quand on sait ce qu'on veut vendre, on connaît nos arguments. Quand on sait ce que les autres veulent acheter, on connaît leurs arguments. Donc après, c'est une pièce de théâtre ou un jeu d'échecs. Enfin, tout va mécaniquement assez facilement. Notre propre mentalité entre en ligne de compte, évidemment. On peut être... chacun est comme il veut, mais on peut être agressif, gentil, délicat, sec, enfin... Là, c'est juste sa personnalité ou son intérêt qu'on met en avant. Et puis, généralement, quand on a bien fait les choses, quand les positions sont effectivement en possibilité d'être rapprochées, parce que ce n'est pas toujours le cas, ça se passe très bien, on signe rapidement, et puis le bilan, en fait, il se fait assez mécaniquement. J'aime bien cette phase de bilan, parce que je pense profondément que moi, j'ai appris principalement sur mes échecs. Et donc, quand un truc s'est pas bien passé, j'aime prendre le temps de savoir pourquoi ça s'est pas bien passé. Alors, il faut être humble. 9 fois sur 10, ça s'est pas bien passé à cause de moi, pas à cause des autres. C'est la réalité. Mais en le reconnaissant, en acceptant de travailler sur soi et en acceptant de se dire, là, j'ai pas été bon et donc voilà la conséquence et tout, la fois d'après, on est meilleur. Ça, je pense que c'est important aussi. Voilà globalement comment moi je vois les choses. C'est très subjectif. On est tous différents. C'est plus une expérience que je rapporte plutôt qu'une opinion académique, mais généralement je trouve que ces 3 phases se tiennent à peu près. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il existe des techniques de négociation ? Est-ce que ces techniques, elles sont dans un petit manuel qui t'apprend comment on fait la négociation ? Ou est-ce que c'est toi, tu as pu en découvrir ou même en créer ? Et qu'est-ce que tu as vu comme technique de négociation et celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas trop ? Alors... oui, il y a des bouquins de techniques de négo. En école de commerce, ils adorent ça. Il y a toujours un cours de techniques de négo. En fait, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu d'ailleurs aussi, c'est plus des techniques de communication que de négo. Je donne un exemple. Il y a très très peu de temps, en fait, je crois qu'il y a quelques jours d'ailleurs, j'ai fait une médiation face à un chef d'entreprise, je crois que c'était... en tout cas, il était membre du board de la société en face de moi. Et le type était jeune, brillant, vraiment brillant. J'admirais beaucoup la manière dont il parlait avec moi. Et il déployait toutes ces techniques de négo. Sauf que, évidemment, et c'est pas du tout un reproche dans ma bouche, c'était encore assez scolaire, parce qu'il était jeune. Et donc, par exemple, il utilisait la méthode de reformulation, n'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est plutôt un truc qui nous arrange. Autre technique qu'il utilisait, c'était lorsque l'autre a quelque chose à nous reprocher, il a des ressentis. Okay. Lorsque c'est nous qui avons quelque chose à lui reprocher, nous avons des faits. Okay. Un ressenti est discutable, un fait n'est pas discutable. Voilà, c'est des toutes petites techniques qu'il faisait comme ça, parce que c'était flagrant, donc c'est génial. Donc ça, c'est plutôt des techniques de discussion, de conversation qui sont très bien, qu'il faut utiliser. Mais en plus, il y a des techniques de négo pure. Et là-dessus, j'ai pas beaucoup vu de bouquins, en tout cas en langue française, j'en ai pas vu, en langue anglaise, oui, qui développent des techniques de négo. Il y a un bouquin qui était, je sais plus le titre, mais en gros, c'était 50 techniques de négociation et pas de communication. Alors là, pour le coup, il y a des techniques qui sont propres en fait, comment est-ce qu'on va amener des arguments de manière plus ou moins subtile en fonction des circonstances et des personnes autour de la table. En gros, c'est à peu près ça, les techniques. Par exemple, on va argumenter seulement sur une seule thématique, en montant crescendo, donc pour constater de plus en plus l'opposition. On n'est pas d'accord. Au bout d'un moment, on constate qu'on n'est pas d'accord. Et la technique de négo, c'est « Ah, mais sur ce point, je vais appeler mon chef, il va débloquer la situation. » Ou nos chefs vont s'appeler, ils vont débloquer la situation. Ou alors, autre technique, en anglais, on dit aligner les canards. Autre technique, c'est de constater, de faire thématique par thématique jusqu'au point de blocage, de les mettre de côté, et à la fin de la réunion, on aligne les canards en disant, voilà, sur tel point, on n'est pas d'accord, sur tel point, on n'est pas d'accord, on va figer le truc. Une autre technique qui est effectivement ultra connue, mais qui marche super bien, c'est le mauvais et le bon flic, avec dans l'équipe de négo, un type qui demande beaucoup, de manière excessive, volontairement, et l'autre qui va le calmer en disant « Non, mais là, il en demande un peu beaucoup. Bon, vas-y, je vais le calmer. Donne-moi au moins ça. Okay. » Voilà, ça, c'est très classique. Ça marche super bien. Chez nous, les latins, c'est super efficace. Et moi, perso, ce que j'aime beaucoup,
parce que c'est ma nature en fait, que je suis comme ça, c'est jouer sur les défauts des autres. J'aime beaucoup ça. Mon analyse, qui n'engage que moi, c'est que nous les latins, on est des latins, donc on est des grandes gueules, on parle beaucoup, enfin d'ailleurs l'actualité le prouve, hein, on parle beaucoup quand il s'agit de faire, il n'y a plus personne, hein, ça c'est voilà, ça c'est nous ça. Et les gens sont comme les États, un peu pareil, donc ils parlent beaucoup mais ils font peu. Et il y a beaucoup d'ego, c'est très latin l'ego je trouve. Et dans cet ego, il y a le côté se faire mousser, être assez prétentieux. Et donc, ce que je fais très souvent, très souvent, d'une part pour mettre en confiance la personne, d'autre part pour choper de l'information, c'est de le faire parler pour qu'il me raconte à quel point c'est le plus beau, le meilleur, l'extraordinaire, son produit est génial. Ça marche énormément. Et homme ou femme d'ailleurs, ça marche tout le temps. Les gens sont ravis de dire « Ah, mais ma boîte elle est super, mon produit est super, je suis super ». Et une fois qu'on a... D'abord, la personne est plus décontractée, et une fois qu'on a eu plein d'informations, on s'en sert plus tard. Voilà, en disant, mais je comprends pas, pourquoi ton produit, là, tu me dis que c'est normal qu'il soit pas bien, et il y a 1 heure, tu m'as dit que tu étais super. Donc, voilà. Donc, cette méthode, je l'aime beaucoup. Il faut pas être agressif, il faut être bon joueur, il faut... moi, perso, je négocie avec le sourire, parce que voilà, j'ai envie de vivre comme ça, surtout. Mais ça, c'est une vraie technique qui marche assez bien, je trouve. Ok. Et souvent, dans les films, ou même l'idée qu'on se fait de la négociation, ça peut être... très tendu, même des techniques un peu sournoises où on va chauffer la pièce au maximum, que ça dure super longtemps et pas donner d'eau, des petites techniques plus sournoises. Est-ce que c'est une réalité ? On peut se retrouver ? Ok. Oui, c'est des techniques que moi j'appelle américaines, mais en réalité, c'est parce que je les ai vécues avec les Américains. Si ça se trouve, tout le monde fait la même chose, je ne connais pas les autres, je ne peux pas comparer. En tout cas, les Américains le font, oui. Les techniques de la pièce à 25, pas d'eau, la pièce sans fenêtre. Dès qu'il y a une femme enceinte dans notre équipe, on fait en sorte que la réunion dure le plus longtemps possible pour emmerder le monde. Ça, je l'ai toujours vécu, ça marche super bien. Et les Américains aiment bien, de toute façon, ne voient la vie que par le rapport de force. Ça, c'est clairement une mentalité américaine. C'est pas un dénigrement dans ma bouche, c'est leur manière de voir la vie et la manière dont ils font la politique internationale d'ailleurs. Donc c'est leur rapport de force. Et il est naturel... dans les négos, en tout cas juridiques, pour ou contre un Américain ou entre Américains, que la négociation soit assez directe, assez virile, assez violente, qu'il y ait des scènes où le type il se lève en claquant la porte. J'ai déjà vécu tout ça, ouais. Et avec « plus jamais ma boîte bossera avec vous », des phrases comme ça qui, nous, latins, nous paraissent complètement ubuesques, mais c'est assez traditionnel chez eux. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est une sorte de pièce de théâtre qui est tacitement et culturellement acceptée par eux, parce qu'une fois qu'ils ont joué cette pièce et que tout le monde s'est engueulé, si ça signe, 10 secondes après, c'est les meilleurs amis du monde qui se racontent leurs anecdotes de fac. Okay. C'est ça qui est incroyable. Donc oui, on est différents là-dessus. Ouais. Ok. Juste pour remettre un peu dans le contexte et peut-être pour vous expliquer, là c'est sur les négociations de contrats informatiques, juste refaire un point sur qu'est-ce qu'un contrat informatique, notamment le contrat SaaS qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'on peut faire le petit éventail de qu'est-ce qu'un contrat informatique et quels sont les contrats informatiques ? Aujourd'hui, ça comprend tout ce qui est logiciel, programme, application, progiciel, voilà, tout ça c'est un peu des synonymes, c'est pas vraiment des synonymes, c'en est en fait. Qui est donc offert soit en licence, soit sous la forme de service sur Internet, et mécaniquement et plus largement tout ce qui est sur Internet. Okay. Aujourd'hui, c'est assez étonnant, mais typiquement, je vais prendre Uber, tiens, c'est un bon exemple. Uber, dans notre tête à nous tous, c'est en gros des taxis, pour la faire courte. Des VTC qui viennent nous chercher. Et pourtant, la société Uber, quand elle a recours à des avocats, c'est soit du corporate pour faire des levées de fonds, soit des avocats en informatique pour faire leurs conditions générales et tous leurs contrats. Voilà, c'est assez marrant parce qu'en fait, vu qu'en réalité Uber est une plateforme informatique, on est dans le périmètre, notre périmètre finalement, de tout ce qui est informatique au sens large du terme. Et ce qui fait qu'on incorpore aujourd'hui dans ce domaine toute l'économie qui est propre à l'informatique, je dis n'importe quoi, Microsoft, SAP, tout ça, mais également toute l'économie qui utilise l'informatique. À nouveau, Deliveroo par exemple, qui n'a aucun rapport avec l'informatique a priori, mais qui consomme énormément en fait d'informatique et donc de juristes informatiques. D'accord, ok.
Donc voilà, on vous a fait un petit parallèle. Donc comme on vous l'a dit au début, nous on a suivi l'enseignement de Maître Dil. Est-ce que vous pensez, donc nous on a la chance avec ce M2 d'avoir cet enseignement de négociation, mais est-ce que vous pensez que nous ça arrive en M2, il y a certains masters qui n'auront jamais un cours sur la négociation, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, est-ce que ça arrive trop tard, est-ce que ça devrait être une matière ou en tout cas une notion qui est essentielle, et ça rejoint aussi la notion de l'argent. En droit, les études de droit, on ne nous a jamais parlé d'argent, on les voit un peu quelques sommes dans quelques arrêts. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cet enseignement? Moi d'abord je pense que l'enseignement théorique en France, en fac de droit, je ne connais pas les autres, est très bon. Déjà c'est bien ça. Mais je pense qu'il en manque la moitié. C'est embêtant quand même. Pour être très clair, je regrette qu'alors qu'on a un très bon enseignement théorique, c'est pas un mauvais enseignement pragmatique, c'est qu'il n'y en a pas de tout court. Oui. C'est un peu embêtant. Et très concrètement, lorsqu'on sort d'une fac de droit en France, sauf exception, on ne sait pas trop ce qui est vraiment le métier d'avocat, juge, juriste, notaire, tous ces trucs-là. On ne connaît pas trop en réalité. Un truc tout bête, le salaire, on ne sait même pas ce que c'est. Genre combien gagne un avocat. Moi je le sais, je suis dedans. Mais un étudiant ne le sait pas. Oui. C'est important comme info, je pense. Et effectivement, l'argent étant toujours tabou chez nous les latins, on a toujours ce problème de ne pas savoir raisonner avec le paramètre, avec la variable de l'argent, combien ça coûte, combien ça rapporte. Alors qu'en réalité, nos clients, nos patrons, les gens avec qui on va travailler, ceux qui vont nous payer, pour être très clair, eux ne raisonnent quasiment que comme ça. C'est-à-dire qu'il est dommage typiquement qu'un étudiant en droit ne sache pas combien ça coûte d'aller jusqu'en cour de cassation. C'est bête ce que je dis. On étudie tout le temps des arrêts de cour de casse. Oui. On fait des super commentaires là, mais combien ça coûte ? Personne ne le sait. Et c'est dommage parce que ça coûte un bras. Et 99% des cas où le client n'y va pas, c'est à cause de l'argent. Oui. C'est pas parce qu'il a peur de perdre, non, c'est parce que ça coûte. Donc c'est important d'avoir cette thématique, à mon sens. Et d'autant plus que, d'une part, les clients nous reprochent de ne pas avoir cette dimension, et ils ont raison. Et d'autre part, je pense que nos raisonnements juridiques seraient profondément optimisés, plus efficaces, si on les avait. Pour être très clair, c'est ce que je tente de faire, c'est ce qu'on tente de faire, nous, c'est que lorsque un client nous demande « est-ce que j'ai raison ou tort ?», on va lui dire « oui, mais » ou « non, mais », qu'importe, c'est le mais qui compte. Mais pour avoir raison, ça va te coûter 5 ans, 200 000 euros. Oui. Voilà. Tu vas avoir raison, tu es toujours sûr de toi ? Voilà. Et c'est ça qui va attendre le client. Finalement, au bout du compte, on s'en fout de savoir qui a raison. Ce qui compte, c'est de savoir si ça rentre dans un cycle économique, si c'est pertinent, si c'est cohérent. Parce qu'avoir raison et faire faillite, il n'y a aucun intérêt. Et d'autre part, lorsqu'on négocie, puisqu'on parle de ça, lorsqu'on négocie, c'est très important de savoir si on négocie 100 milliards ou 100 euros. C'est bête, mais c'est fondamental. Je donne un exemple très concret. Si on parle de montants extraordinairement élevés qui peuvent mettre en péril la société que je défends, je vais me battre comme un chien sur la clause de garantie de responsabilité. Alors pour être très clair, je ne vais absolument pas me battre si on parle de 1000 balles. Et que mon intervention d'avocat va coûter les 1000 balles du contrat. Il faut arrêter, il faut être un peu cohérent. Donc voilà, il y a ce premier aspect. Et pour répondre à ta question sur le deuxième aspect qui est le manque d'enseignement pragmatique, effectivement, je pense qu'il nous manque cette dimension allemande en réalité, où il y a toujours la dualité pragmatisme et théorie en Allemagne, même si la théorie je la trouve moins bonne en Allemagne, qui rend plus pertinent les choix. Alors, on va pas se mentir, le principal manque, à mon sens, excuse-moi de toujours revenir autour de ça, c'est, moi je trouverais cohérent qu'en première année de droit, on présente les métiers. Qu'est-ce que veut dire vraiment le métier d'avocat qui plaide et le métier d'avocat conseil ? Déjà, il y a 2 métiers chez les avocats, il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Et je trouve ça dommage qu'un type ait fait 5 ans, 8 ans de droit pour découvrir qu'en fait, il y a 2 métiers différents. Je trouve ça un peu dommage. Et typiquement, que quelqu'un, moi, n'importe qui, aille en fac, première année, 1 fois par an, ça va, on devrait y arriver, et disent, voilà, métier d'avocat conseil, c'est le mien en l'occurrence, on gagne en moyenne temps, notre emploi du temps, c'est ça, on côtoie des gens comme ça, notre quotidien, c'est ça, on a 3 semaines de vacances par an, et non pas 8 comme tout le monde le croit,
On travaille en moyenne 55 heures, parce que c'est la moyenne chez nous, et pas 35. Voilà, enfin, des trucs très concrets, qu'au moins les étudiants, première année, puissent se dire, ah bah tiens, finalement, avocat conseil, c'est pas top. Un huissier, j'ai un pote huissier qui me dit tout le temps, c'est dingue, on est persuadé que les huissiers passent leur temps à saisir des biens. L'huissier ne saisit pas les biens en France. Okay. Voilà, et moi je le découvre, je dis ah bon, t'es sûr de toi? Il me dit ouais, il nous faut un truc, il faut la force de la police. En fait, c'est rare ici, mais lui, qui a 2-3 ans d'expérience, l'a jamais fait de sa vie, par exemple. Okay. Alors que dans l'esprit de tout le monde, c'est quelqu'un qui saisit des biens. En fait, non, c'est un facteur, un huissier. Alors c'est un facteur rigolo, mais c'est un facteur. Et tu vois, typiquement, expliquer ça à des étudiants qui commencent, et non pas qui ont cramé 8 ans de leur vie et qui disent ah, bah non, je me suis trompé. Ouais. Voilà, ça, je trouve que c'est un vrai manque. Ok. Et est-ce que pour revenir autour de la notion aussi d'argent, parce que l'argent, bon, ok, ça peut, c'est un tabou, mais quand on arrive dans le monde professionnel, c'est le cœur du métier. Est-ce que justement, on désarme pas des étudiants qui se retrouvent dans un monde qui, en fait, ils sont pas du tout compétents pour parler de ces sommes-là, pour parler de ces montants-là, de comment on parle d'argent avec quelqu'un? Est-ce que, en fait, on produit pas des éléments qui sont incapables sur le marché du travail? Alors peut-être pas incapables, mais en tout cas, je pense que quand on arrive après ces études de droit, on n'est pas forcément... oui, on est incapable. On n'a pas fini. C'est ça, on n'a pas fini d'apprendre. On doit découvrir. C'est compliqué parce que on peut facilement passer pour un con auprès de son patron, pour être très clair. Un exemple que moi j'ai vécu, c'est très bête, mais qu'est-ce que veut dire le mot cher? C'est bête, hein, mais sur un dossier, l'avocat il a pris temps. N'importe quoi, mais moi, il m'a fallu des années avant de commencer à voir à peu près ce qu'étaient des honoraires raisonnables pour un dossier, des honoraires chers ou pas chers. C'est bête, mais il m'a fallu des années. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit d'ailleurs. Parfois, il y a des choses qui sont pas élevées en apparence, qui sont extraordinairement chères. Et inversement, donc c'est pas du tout inné, il faut de l'expérience. Donc en ça déjà on pourrait l'apprendre. Et puis d'autre part, effectivement, à l'intérieur de nos dossiers, qu'on soit juriste ou avocat, c'est pareil. Déterminer dans notre environnement, pareil, ce qui est trop coûteux, pas assez coûteux, qui est cheap, qui est abordable. Et j'insiste, et je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est ce qu'attendent nos clients avant tout, clairement. Tu le sais, et il faut qu'on le répète à qui veut bien l'entendre, mais moi je suis incapable de savoir si mon médecin est bon. Et finalement, ça fait quand même un bout de temps que je suis avocat, je pense qu'aucun de mes clients n'est capable de savoir si je suis un bon avocat. Peut-être que je le suis pas en fait, on n'en sait rien en fait. Tout ce que je sais, c'est que mes clients, ils ont des attentes de ma part et que je crois y répondre. Bon, je crois. C'est ça, et c'est pareil pour un médecin. En fait, j'ai des attentes de la part de mon médecin et il y répond. Donc je trouve que c'est un bon médecin. Mais en fait, j'en sais rien si c'est un bon médecin. Et ben c'est pareil. Et nos clients, ce qu'ils attendent de notre part à nous juristes, c'est qu'on leur évite des problèmes, qu'on participe à leur valeur, à leur croissance, à leur valorisation, et qu'on parle le même langage qu'eux. Et finalement, si on commence à leur dire la Cour de cassation pense que, on finira jamais la phrase. Hein, le mec, il s'est barré entre-temps. Ça, c'est un point très important. Merci de nous partager en tout cas cette vision, parce que parfois avec les professeurs, etc., c'est difficile d'avoir... là, c'est pas du tout pour... c'est aussi très bien d'avoir cet aspect théorique, mais nous, quand on arrive en stage, on se confronte à une réalité qui est tout autre. Et en fait, on se dit, mais punaise, mes 5 cadets de droit, en fait, je sais pas où elles sont passées parce que je me sens incapable sur la mission là, qu'on m'offre. Donc, c'est cool de pouvoir revenir là-dessus. Est-ce que lors d'une négociation, tu as eu un truc dingue qui t'est arrivé, une story time, une anecdote parce qu'on a compris que la négociation, ça pouvait être tendu, ça joue sur la psychologie, sur la communication. Ouais. Donc je pense qu'il doit y avoir des scénettes de théâtre assez... Il y a plein d'histoires, des histoires... Alors, en fait, il y a des histoires qui me font rire, des histoires... qui m'ont fait peur, d'ailleurs. Ça m'est arrivé d'avoir honnêtement peur. Pourtant, il faut y... Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, oui. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, on est dans le monde réel. Ça aussi, c'est ça, quand on est jeune, on n'y croit pas. C'est tout à la télé. Et dans le monde réel, y a des gens qui ont des accidents, des gens qui tombent des fenêtres. Ça existe pour de vrai. Moi, je donne un exemple très concret. C'est une très vieille histoire qui ne parlera pas à grand-chose, mais quand il y a eu la vente des frégates à Taïwan, il y a plein de gens qui se sont suicidés. Et je me souviens très bien être rentré dans le bureau d'un de mes copains et qui me disait « Putain, c'était le bureau d'un mec qui s'est jeté par la fenêtre ». Et en fait, tant que c'est aux infos, c'est une chose. Mais quand on est sur la scène du crime et que
ton pote avocat te dit que le mec qui était là juste avant là, il a fini par la fenêtre. Tu dis, dans le monde réel, ça existe pour de vrai, ces histoires. Et ouais, il m'est arrivé des histoires assez incroyables. Alors, je peux pas en parler, mais des histoires. Alors, j'ai entendu, ça je peux te dire, j'ai entendu des choses. Je pense que même dans un James Bond, ça passerait pas. Des gens qui ont terminé dans les coffres de voitures. Voilà, ça, c'est des choses qui ont existé, que je n'ai pas vécu perso, mais qui ont existé. Et dans le truc rigolo, on a eu il n'y a pas très longtemps avec Aziz un client. Alors, c'est pas exactement un client, mais bon, globalement, quelqu'un qui était une grande responsable d'une achat d'une société, qui achetait beaucoup à une autre société, et il s'avère que c'était son amant qui dirigeait l'autre société. Voilà, ça, c'était des choses rigolotes. Bon, ça fait sourire au moins. Ouais. Voilà. Mais ça aide pour les affaires, apparemment. Oui, et puis c'est le monde réel, en fait. C'est ça qui est marrant. Mais par contre, ouais, j'insiste, en fait. En plus, j'ai vu très peu de choses dans ma vie. C'est ça qui est dingue. Mais le peu que j'ai vu, franchement, les films, c'est des petits joueurs à côté de la réalité. Fade. Ah ouais, franchement, ouais, sincèrement, ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment fade. Et il arrive... il arrive assez souvent. Enfin, d'ailleurs, c'est une stat qui est connue chez les avocats. On raconte toujours qu'il y a environ 3000 avocats sur écoute. C'est un avocat sur 20, statistiquement. Donc ça veut dire que si vous connaissez 20 avocats, il y en a moins qui est sur écoute. Voilà, ça c'est la réalité, à rapporter, présumer, une rumeur très probablement infondée. Enfin, elle est persistante, cette rumeur, en tout cas. C'est drôle de dire ça dans un micro, du coup. Pour terminer cette interview, quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à 20 ans ? Que ce soit pour la vie professionnelle, mais aussi pour la vie perso. Et justement, parce qu'une vie, à chaque fois on dit la vie pro, mais la vie pro s'inscrit dans une vie perso. Ouais, donc, on n'a qu'une seule vie, c'est exactement ça. Moi j'ai fait, en fait voilà, je raconte tout le temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et donc j'ai appris sur mes erreurs. Et je suis un peu bizarre comme gars parce que j'estime que raconter ses erreurs, au contraire, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus altruiste en réalité. Et à un moment de ma vie, j'ai cru pouvoir différencier le perso du pro, et en fait, non. En fait, je suis la même personne, c'est la même vie. Et je pense que c'est le conseil que je peux vraiment donner, c'est que de faire en sorte que, vu qu'on va passer beaucoup de temps à bosser, a priori, quel que soit le métier, bon, sauf exception, mais voilà, autant faire un métier qu'on aime. Et les métiers qu'on aime, généralement, c'est des métiers qui ont un rapport avec, peut-être pas une passion, je sais pas, genre, tu vois, un mec qui adore le foot, ça va être plus compliqué pour lui. Oui. Bon, ok, mais en tout cas, un truc qu'on aime vraiment bien. Moi, par exemple, je suis vraiment dans un environnement de start-up, avec des gens que j'aime, c'est-à-dire que humainement, j'adore passer du temps avec mes clients. C'est des gens géniaux, j'ai beaucoup de chance de les côtoyer, ils m'apportent énormément. Et quand j'ai fini ma journée, j'ai passé 2-3 coups de fil avec eux, j'ai fait un truc pour eux, j'ai eu l'impression d'avoir participé à la création de valeur de leur boîte, à l'amélioration de leur vie, de leur famille, et réciproquement. Moi, je suis heureux. Franchement, tu vois, et ce concept de bonheur, qui est aussi un sujet tabou, décidément, en France, il y a beaucoup de sujets tabous. Ce concept de bonheur, moi, je pense qu'il est central. Et ça, c'est un truc que vraiment j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans, c'est... écoute, tu peux essayer de faire une carrière où tu auras des belles cartes de visite, des médailles, des machins, des trucs. Pourquoi pas ? Ça existe. Je critique pas ça. Mais statistiquement, tu as quand même peu de chances d'y arriver. En revanche, choisir une vie où tu peux faire très peu de compromis, être heureux et globalement être dans un environnement qui te plaît, ça, c'est assez faisable. Beaucoup plus facile que de faire une carrière, d'ailleurs. Et alors, j'ai mis du temps. Ça y est, c'est bon, je suis dedans. Là, tout va bien maintenant. C'est très, très bien. J'ai mis un petit peu de temps pour y arriver. Et je peux te promettre que tu te lèves le matin heureux, tu te couches heureux. Enfin, c'est super, franchement, comme vie. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense. Super. Et merci beaucoup. Merci à toi. Pour tous ces conseils et ces informations sur la négociation et encore plus au final. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Vous pouvez retrouver tous nos formats sur nos différents réseaux sociaux que vous retrouverez en barre d'infos. Et on se dit à la prochaine.